Bonjour mes chéris, vous êtes de nouveau chez Bonjour Chérie sur IRM.radio, l'émission de relations de couple, de l'amour et de la bonne humeur surtout. Et aujourd'hui c'est l'édition spéciale parce que aujourd'hui ça fait 1 an qu'on a créé cette émission. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bonjour Chérie. Merci Técos. Moi, à personne de moi et Técos, qui est notre équipe, on vous exprime notre reconnaissance et la gratitude à vous, nos auditeurs, pour que vous nous écoutez, que vous nous suivez, surtout sur nos réseaux, sur Instagram et YouTube, IRM Radio Bonjour Chérie. Et on va devoir vous surprendre encore cette année et que vous devenez encore plus nombreux à nous suivre. Chez Bonjour Chérie, c'est toujours l'amour et le bonheur, les deux sujets principaux. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi, c'est la communication en couple, parce que je pense que l'un des piliers de bonheur, c'est vraiment de savoir communiquer avec son partenaire. Et nous sommes aujourd'hui avec Laura Nicole, qui est psychologue clinicien, psychothérapeute, et tu es spécialisée en thérapie de couple et thérapie familiale. Bonjour Laura. Bonjour Olga, merci de m'accueillir. Avec toi, on va essayer de répondre à nos questions parce qu'on a eu beaucoup de questions sur la communication. Forcément, ce n'est pas toujours facile de comprendre et d'être compris par l'autre. Et au programme aujourd'hui, c'est de voir vraiment quels sont les outils peut-être très simples de communiquer au quotidien et comment réagir quand on a peut-être peur de parler. Parfois, on a peur de s'exprimer et comment prendre encore plus de confiance et aussi comprendre l'autre. Et ma première question, en fait, c'est que c'est bien quand on a facilité de parler, de communiquer, mais parfois, suite à notre éducation, parfois ou autres facteurs, on a peur de s'exprimer, on a peur de parler. Et quand on devient adulte, ça devient peut-être encore plus compliqué parfois. D'où peut venir cette peur et comment vraiment le dépasser et aller vers l'autre ? Alors, d'où peut venir cette peur ? Tu l'as dit dans la question, ça peut être plusieurs raisons, mais notamment ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de la façon dont on a grandi. On est vraiment le produit de notre environnement. On s'est construit avec un environnement et tous les éléments de notre personnalité, de notre façon de fonctionner dépendent de ça, mais aussi des expériences qu'on vit après. Donc ça peut aussi venir d'une déception. Quand on a été déçu 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a plus de mal à faire confiance et donc à partager nos émotions. Par contre, effectivement, ça peut être une problématique dans le couple parce que c'est pas parce qu'on ne dit pas ses émotions qu'on ne les ressent pas, qu'elles sont pas là. Et quand on ressent des émotions négatives, ça peut créer des tensions parce qu'il y a le langage, mais il y a aussi le langage physique, le langage non verbal, le langage du corps que l'autre perçoit aussi inconsciemment. C'est-à-dire que votre partenaire, il va voir qu'il se passe quelque chose, il va le sentir, ça va être dans l'inconscient, donc ça va être dans l'énergie du couple et ça peut créer des tensions. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement d'essayer de créer une communication et de partager ses émotions. Après on va le voir un peu plus tard, mais il y a des façons de faire pour que l'autre puisse être réceptif à ce moment-là. Et par quoi peut-être on commence à établir la confiance, d'aller vers l'autre? Est-ce que vraiment peut-être il y a les exercices à faire ou comment on peut commencer à dépasser cette peur? Alors, tout dépend pourquoi elle est là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si c'est une peur qui est là, qui est en lien avec des traumatismes dans l'enfance, avec notamment une peur de l'abandon, des liens de dépendance, ça, il faut aller consulter. C'est important, il faut être accompagné. C'est pas un travail qu'on peut faire tout seul. En revanche, si c'est lié à des expériences passées qui ont été un peu compliquées, si c'est parce que vous avez été déçu, il faut vous laisser du temps aussi. Il faut accepter de se laisser du temps, il faut que l'autre vous laisse un peu de temps, mais il faut que vous aussi, vous ne soyez pas trop exigeant envers vous-même.
Une relation, la confiance, ça prend du temps à venir. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout faire très vite. Mais la confiance, elle ne s'installe pas en 2 jours. Et ça, il faut être raccord avec ça et s'accorder le temps. Après, si au bout de 1, 2, 3 ans, il n'y a toujours pas de confiance, bon là, effectivement, ça pose question. Donc, est-ce que c'est soi-même? Est-ce que c'est lié au comportement de l'autre? Il faut essayer de se poser, de réfléchir à ça, d'être en conscience. C'est important de prendre des moments de recul dans son couple où on se pose un peu tout seul et où on essaie de réfléchir à la situation, à ce qui s'est passé, à ce qui se passe en ce moment dans le couple, avec un regard un peu extérieur et conscient. Donc, il faut bien se donner du temps, mais aller petit à petit. C'est ça. Et si tout simplement, parfois, ça peut être une timidité ou juste la personne qui est un peu introvertie ou réservée, qui n'a pas vraiment, peut-être pas besoin d'aller vers l'autre, ou parfois c'est juste une petite peur, mais il n'y a pas de traumatisme, c'est juste, voilà, c'est la personnalité et c'est naturel. Est-ce que dans ce cas, comment on peut faire pour communiquer plus efficacement? Alors dans ce cas, c'est dans un premier temps être en conscience, comme on a dit, être conscient que c'est pas dans nos facilités de communiquer, que c'est pas dans nos habitudes, qu'on est un peu timide, qu'on n'est pas à l'aise. Donc déjà, si on en a conscience, on va pouvoir travailler dessus. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi aussi, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui peut facilement affirmer ses idées, exposer ses sentiments. Ouais. Oser dire non aussi. Tout ça, ça concerne l'affirmation de soi. Et c'est quelque chose qui se travaille. Donc, ça, il peut y avoir, par exemple, on peut trouver des petits ateliers d'affirmation de soi où on est en groupe, en fait, avec d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés. Et on va travailler ça, la prise de parole en public, oser dire non, oser dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec lui et affirmer son opinion. Et ça, par exemple, ça peut se travailler dans le quotidien. Osez dire non, osez dire que vous n'êtes pas d'accord, osez affirmer votre position, même si la personne en face de vous n'a pas la même, c'est pas grave, vous êtes des personnes différentes, vous avez le droit de penser différemment. Et ces petits exercices du quotidien, ça va vous aider à prendre une place plus importante et à pouvoir après de plus en plus exprimer vos émotions, ce que vous avez à dire avec moins de difficultés. Donc avec les exercices, on peut toujours travailler et prendre beaucoup plus de confiance. Oui, on peut toujours améliorer sa confiance en soi, son affirmation de soi, parce que c'est lié, hein, l'affirmation de soi vient souvent d'un manque de confiance en soi, et ça se travaille au quotidien. Alors, quand tu disais tout à l'heure, oui, mais si ça vient pas de traumatisme ou de l'enfance, le manque de confiance en soi et d'affirmation de soi vient aussi de là. Pas forcément des traumatismes, mais de la façon dont on a été éduqué. On en parlait un peu tout à l'heure avant antenne, mais par exemple, surtout chez les hommes, quand on dit tout le temps au petit garçon ne pleure pas, sois fort, ben, en fait, il va être conditionné. Il va être conditionné à ne pas exprimer ses émotions. Son cerveau va associer l'information exprimer mes émotions égale faiblesse, égale c'est pas bien. Donc ça se construit tout au long de l'enfance, de l'adolescence. Donc c'est pas si facile que ça à déconstruire, mais c'est possible. Mais est-ce que parfois, justement, on a juste, comment dire, on a peur d'être fragile, on a l'habitude d'être fort et de montrer une bonne image de nous, par exemple, et c'est peut-être aussi lié également au manque de confiance quand on a peur de perdre quelqu'un et on essaie de donner l'image que voilà, tout va bien, je n'exprime rien, je n'exprime pas le négatif, où ça peut nous amener finalement et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça va pas amener à du bon. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on ne le dit pas que c'est pas là. Donc déjà, ça crée un climat de tension dans le couple, même sans en parler. Parce que comme on disait, il y a le langage aussi non verbal qui est perceptible par l'autre, inconsciemment, mais quand même. Et en fait, si on essaie de se modeler à l'autre ou si on ne dit pas ce qu'on ressent parce qu'on a peur de perdre l'autre, combien de temps ça peut durer? Ça peut pas durer éternellement. On peut pas rester éternellement dans quelque chose qui nous convient pas ou qui nous fait du mal parce qu'on a peur de perdre l'autre. C'est la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance en l'autre. Donc c'est aussi à nous de donner confiance à notre partenaire sur le fait qu'il peut nous dire ce qu'il ressent et que c'est pas pour ça qu'il va nous perdre. Est-ce que dans la communication quotidienne du couple, il y a des simples choses qu'on peut utiliser pour petit à petit établir cette confiance et de commencer à parler si au début on a du mal? Oui, alors moi, il y a un exercice que je donne souvent à mes patients qui est, je trouve, assez intéressant pour ceux qui ont du mal à verbaliser leurs émotions. C'est de faire un cahier
en fait, de mettre en place à la maison un petit cahier de ce qu'on a à dire, un petit journal intime. Donc en fait, on laisse le cahier ouvert, par exemple, dans l'entrée. Et quand on a quelque chose à dire, quand on se sent pas bien, on va dans ce cahier et on le note, une petite phrase. Et l'autre peut aller consulter le cahier quand il veut. Et déjà, intéressant. ça permet de débuter la communication. Des fois, les personnes n'osent pas faire le pas pour en parler à l'autre. Mais une fois que le premier pas est fait, ils seront ouverts après la discussion. Si vous revenez vers lui ou vers elle en disant, voilà, j'ai vu ce que tu as écrit dans le cahier, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que c'est le moment pour toi d'en parler? Ça, c'est important parce qu'il y a des moments pour discuter, il y a des moments où c'est pas propice. Et ça, ça, je sais qu'on a du mal. C'est nous, quand on veut en parler, quand on est en colère, c'est tout de suite, maintenant. Mais non, il y a des moments où la personne va être réceptive et il y a des moments où elle ne va pas l'être. Donc cette idée de petit cahier, c'est vraiment pour permettre aux personnes qui ont du mal à verbaliser de pouvoir l'écrire. Déjà, c'est parfois plus facile d'écrire que de verbaliser. Ah, tout à fait. Mais il y a quelque chose, un point sur lequel il faut faire très attention. C'est un point qu'on va développer un petit peu après. Mais la façon d'écrire ce que vous avez à écrire compte aussi. C'est-à-dire pas de jugement, pas de reproche, pas de tu. Le tu, il tue. C'est j'ai besoin de, et pas tu ne fais pas ça. Ça, c'est important pour la personne, comment elle va recevoir le message et comment elle va être disposée à l'écouter et à l'entendre surtout. Ça veut dire que, par exemple, si on prend la situation, une femme qui ne reçoit pas assez d'attention, par exemple, d'un homme, elle peut aller écrire dans un cahier « J'aimerais que tu me fasses, chérie, plus d'attention. » Voilà, ou même « J'ai besoin de plus d'attention. En ce moment, je ressens le besoin que tu sois un peu plus présent. » Et pas dans le cahier tu n'es pas assez présent. Voilà. Parce que là, la personne, elle se braque en fait. C'est tout de suite une accusation. Et la personne, hop, ça se braque, c'est fermé et c'est fichu en fait. Donc c'est vraiment exprimer ses besoins plutôt que des reproches. Est-ce que, par exemple, la personne ne va pas soutenir l'idée de gérer ce cahier? Elle va dire « Oh, c'est n'importe quoi, t'es en train de se plaindre, t'es jamais contente. Je sais pas. » Est-ce que ça veut dire que c'est pas la bonne personne qui ne veut pas nous écouter ou c'est juste, il y a peut-être des façons différentes à faire ou de manières différentes pour chacun? Alors en fait, il y a des limites à tout. C'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin de... Il y a des couples qui fonctionnent très bien qui ne communiquent pas. Parce qu'ils sont tous les deux dans cette démarche-là. Bon, moi je pense que ça crée quand même des difficultés, mais il y a des couples qui fonctionnent comme ça et qui s'arrangent de ça. La question, c'est si vous avez besoin d'autre chose et que la personne en face de vous, elle ne ressent pas ce besoin, à un moment donné, oui, ça créera des complications dans votre couple. Parce que vous ne pouvez pas changer l'autre. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc vous pouvez faire des propositions, comme le cahier, c'est une proposition si il ou elle n'est pas à l'aise avec l'idée de verbaliser ses émotions, vous lui faites une proposition pour lui faciliter la tâche, pour faciliter la communication. Après, si la personne ne se saisit pas de vos propositions, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus en faire et il va se poser des difficultés. Et là, il faudra effectivement se demander, est-ce que c'est ce que moi j'attends de l'amour? Est-ce que c'est ce que moi j'attends du couple? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette situation? C'est ça le plus important. Après, ce cahier-là, il faut l'utiliser avec modération. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire dedans « Ah, t'as pas fait la vaisselle aujourd'hui ». Ça, non. Voilà, c'est vraiment pour exprimer ses émotions, pour exprimer des besoins. Donc, toujours, j'insiste sur les besoins, parce que derrière chaque reproche, c'est un besoin qui est là. Et donc attention déjà, à formuler bien. Exactement. Et même identifier ses propres besoins. Derrière les reproches qu'on fait à l'autre, il y a un besoin. Déjà, l'identifier pour nous, ça nous permet de nous comprendre ce dont on a besoin. Donc, si on peut résumer que pour définir si vous êtes vraiment avec la bonne personne, c'est de voir si quand vous faites un pas, l'autre personne aussi fait un pas vers vous. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Parce que si parfois on fait des efforts, on essaie d'apprendre à communiquer, mais on voit que l'autre, il ne réagit pas, ou c'est aussi peut-être lié que chacun a son langage de l'amour parfois. Je pense que la bonne personne, c'est pas forcément ça non plus. Parce que des fois, on fait des efforts, l'autre fait des efforts et ça marche pas quand même. Parce qu'on est trop différent, parce qu'on ne se convient pas.
Moi, je pense qu'à partir du moment où on se demande si c'est la bonne personne, c'est qu'il y a peut-être déjà un problème. En fait, quand tout va bien, c'est pas une question que vous vous posez. Quand c'est fluide, quand ça fait sens, quand la rencontre fait sens, c'est pas une question que vous vous posez. À moins que vous ayez eu tellement d'expériences passées qui soient difficiles que vous en venez à vous poser tout le temps la question, même quand tout va bien. Là, il faut faire attention que vous ne sabotiez pas la relation que vous êtes en train de construire et qui est une évidence à cause de ces expériences passées. Mais sinon, globalement, en dehors de ça, si vous commencez à vous poser la question, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait douter. Donc s'il y a quelque chose en vous qui vous fait douter, il faut trouver quoi et pourquoi. Et c'est là où il faut faire un travail. Parce que quand tout est fluide, on ne se pose pas cette question. Quand vous mangez un pain au chocolat, s'il est bon, vous ne demandez pas s'il est bon. Vous le savez. C'est un peu pareil. Ouais, peut-être c'est pas un pain au chocolat, mais un croissant que je veux, c'est ça, finalement. Merci. Je veux rappeler que nous sommes toujours sur RM Radio chez Bonjour Chérie avec Laura Nicole, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et spécialisée justement en thérapie de couple et thérapie familiale. Aujourd'hui, on traite le sujet de la communication en couple. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par SMS sur 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Et tu as déjà commencé à parler un petit peu si parfois on a vraiment des expériences au passé tellement différentes qu'on a du mal à se comprendre. Parfois, il y a des choses qui sont évidentes pour nous, mais pas vraiment évidentes pour l'autre. Et là, on a aussi, ça peut engendrer des conflits et on a du mal à se communiquer parfois. Oui, alors déjà, c'est important de bien garder en tête qu'un couple, c'est deux individualités. Deux individualités qui vont essayer de fonctionner ensemble, mais deux individualités quand même, avec chacun leur histoire, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc leur façon de fonctionner. Donc oui, il va y avoir de l'ajustement, de l'adaptation, des compromis, ça fait partie du couple, mais ça doit être dans une certaine limite. Il ne faut pas changer totalement notre façon de fonctionner pour que ça marche dans la relation à l'autre. Ça peut pas fonctionner comme ça. En fait, ça peut pas fonctionner sur la durée. On peut pas changer par essence qui on est. On peut pas modifier notre façon de fonctionner qui s'est construit sur des années et des années dans nos interactions avec les autres depuis qu'on est né en fait, et même avant d'ailleurs. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être viable sur le long terme. Si ça marche pas au début, ça sera encore plus compliqué ensuite. Parce qu'on le verra après, il y a des stades de développement dans un couple. Et si dès le début, c'est très compliqué, ça sera très lourd par la suite. Donc oui, le couple, c'est des compromis. On va s'ajuster, on va s'adapter. C'est important de rassurer l'autre, de montrer à l'autre qu'on fait couple, que le couple compte pour nous, qu'on n'a rien à cacher, que voilà, c'est important de rassurer l'autre. Mais des fois, on ne peut pas faire plus que ça. Est-ce que ça veut dire que si on a reçu l'éducation très différente, ça va pas marcher du tout en couple en fait, ou ça sera difficile? Ça peut marcher, je ne vais pas dire Ouais. que ça ne pourra pas ou ça ne pourra jamais marcher, mais ça sera une complication. Mais ce n'est pas forcément l'éducation, je dirais plutôt que ce qui compte, c'est nos systèmes de valeurs. Ah. C'est-à-dire que si on a été élevé dans les mêmes valeurs, ce sera plus simple que si ce n'est pas le cas. Par exemple, si on a été élevé avec la valeur de la famille qui est très forte, si on rencontre quelqu'un qui n'a pas du tout cette valeur-là, ça pourrait être compliqué. Quand vous, le dimanche, vous voudrez aller manger tous les dimanches chez vos parents, chez vos grands-parents ou chez votre famille parce que c'est très important pour vous de passer du temps en famille parce que vous avez été éduqué comme ça et que la personne en face, elle voudra aller voir les amis et qu'elle va voir sa famille une fois par an parce que chez elle, ça se fait comme ça, bah, ça créera des conflits. Alors, c'est des petits conflits, mais un petit conflit là, un petit conflit là, un petit conflit là, et finalement, ça fait des gros conflits. Donc, quand on est très différent, oui, c'est difficile. On dit souvent que les différences s'attirent. Oui et non. Ça peut s'attirer, mais c'est pas pour ça que ça va passer le stade de la fusion. Il y a beaucoup de couples qui ne dépassent pas le stade de la fusion. Et ceux qui arrivent à dépasser le stade de la fusion, c'est souvent ceux qui ont les mêmes systèmes de valeurs. Pas totalement les mêmes, parce que je le rappelle, c'est deux individualités, donc on ne peut pas être totalement pareil. Et c'est pas cette idée-là,
mais d'avoir quand même des points communs, une vision commune de la vie et du monde qui nous entoure. Donc, les valeurs primordiales, c'est quand même aussi le pilier du couple. Si c'est trop différent, ça va être très difficile au futur. C'est ça. Et quand tu parles des stades de couple, est-ce que tu peux expliquer un peu plus parce que... Alors, le couple, c'est comme les enfants. Les enfants, il y a des stades de développement. Donc, vous avez à tel âge, ils apprennent la marche, à tel âge, c'est l'acquisition du langage, à tel âge, c'est 4 pattes, etc. Pour un couple, c'est pareil. Il y a plusieurs stades. Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans un couple, c'est qu'il y a les grands moments, les chamboulements. Donc, c'est souvent quand on habite ensemble, la naissance du premier enfant, enfin la naissance de chaque enfant d'ailleurs, l'adolescence des enfants et quand les enfants partent. Ça, ce sont des moments vraiment de réorganisation où on doit réorganiser sa vie. Et c'est là où il faut être souple. La souplesse, c'est très important. Si on est trop rigide, si on est dans des fonctionnements de vie, de quotidien trop rigides, on aura du mal à s'ajuster à ces stades. Et c'est là où c'est des moments de crise, un peu comme la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, on appelle ça comme ça parce que c'est un passage. C'est un passage qui demande un réajustement émotionnel. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une crise. Et donc, il peut y avoir des crises dans un couple au moment que j'ai cité parce que ça demande de la souplesse et des réajustements. Mais il y a aussi le tout premier stade d'un couple, c'est la fusion. La fusion, c'est 1 plus 1 égale 1. On fait tout ensemble, on se voit comme étant fusionnés, on se voit à travers l'autre, on voit l'autre à travers soi, on ne voit que dans une vision à deux. Donc, comment on reconnaît ce stade, c'est le stade où on fait tout ensemble, où on est collé, où on peut rester toute la journée sous la couette. C'est vraiment la première stade quand on est vraiment amoureux, c'est la passion en fait. C'est la passion, c'est la fusion, c'est ça. Mais il y a ensuite un deuxième stade. Et c'est ce stade qui pose problème souvent, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent rester accrochés à ce stade de la fusion parce que pour eux, déjà, si on a des failles narcissiques, si on a une peur de l'abandon, si on a une histoire passée un peu sur un registre abandonnique, on va vouloir rester accroché à ce premier stade parce que c'est le stade où on a l'impression d'être sur un piédestal, où on est au centre de l'univers de l'autre. Mais ça ne peut pas durer. Il y a le stade de la diffusion. Et le stade de la diffusion, c'est le stade où chacun retrouve son individualité. Donc retrouve son fonctionnement individuel, retrouve ses activités qu'il avait un peu laissées de côté pour faire que des choses à deux, retrouve sa vie un peu individuelle. Ouais. Il y a toujours le couple, évidemment. Mais c'est un peu différent. On s'appelle plus forcément 30 fois par jour, on s'envoie peut-être plus 50 messages par jour. Et c'est un stade qui est compliqué parce que c'est souvent là où on entend les phrases du type « tu m'aimes plus ». Tu m'aimes plus comme avant, tu m'aimes plus assez, tu me regardes plus, c'est plus pareil. Et ça, souvent, ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est moins. Alors qu'en fait, c'est un stade totalement normal qui montre que votre couple, il évolue, qu'il évolue vers quelque chose de différent, de plus sain et de plus profond aussi. Parce que la fusion se transforme en un attachement plus fort et plus profond. Mais c'est souvent un stade qui fait peur et donc on essaie de se raccrocher un peu comme une sangsue au stade de la fusion parce que ça fait peur. Ça fait peur de laisser l'autre retrouver son individualité. Ça fait peur de retrouver un peu chacun sa vie parce qu'on a peur de se perdre. Donc c'est un peu, quand tu disais tout à l'heure, la peur de se perdre, c'est ça en fait la conséquence, c'est de vouloir rester à ce stade. Mais ce stade, il n'est pas fait pour durer éternellement parce qu'on est des individus, on a besoin de cette individualité. On ne peut pas fonctionner sainement en fusion pendant des mois et des mois. Au bout d'un moment, il y en a forcément un des deux qui se sentira étouffé, qui se sentira trop, et ça cassera quand même, de toute façon. Donc c'est important de passer ce stade sereinement, et c'est là le meilleur test du couple, en fait. Parce que si vous passez ce stade de la diffusion, qui est quand même le plus difficile, alors après, il y a l'arrivée d'un premier enfant qui n'est pas évident non plus, mais déjà, si vous passez ce premier stade, c'est déjà une grande victoire. Et pourquoi on dit l'amour dure 3 ans ? C'est souvent le stade de la fusion qui n'est pas dépassé. Donc, mais ça peut durer plus longtemps, mais il faut accepter que ce n'est pas le même amour, que ce n'est pas sur le même registre. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, que c'est moins fort ou que c'est moins grand. C'est juste différent.
Donc, il ne faut pas avoir peur si, en fait, c'est normal que chacun retrouve sa vie normale, si on peut dire, et ses activités, qu'on ne sera pas toujours collés l'un à l'autre. C'est ça. Et ça ne veut pas dire que la personne vous aime moins ou qu'elle est en train de se détacher de vous. Ça veut justement dire qu'elle a tellement confiance dans le lien qui s'est créé qu'elle se permet de pouvoir s'écarter un petit peu parce qu'elle sait que c'est là que c'est solide. Et c'est ça, parce que quand on est en fusion, on est tout le temps ensemble, c'est aussi parce que la confiance est en train de se créer. Donc on fait tout ensemble parce que ça permet de gagner de la confiance, de tout faire ensemble et de ne pas laisser l'autre vaquer à toutes ses occupations individuelles. Mais quand on commence à s'éloigner un petit peu, enfin c'est pas s'éloigner, mais à reprendre chacun sa position individuelle, ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'est créée dans le lien, que le lien est de plus en plus solide. Est-ce que j'ai aussi une question, par exemple, qu'est-ce que peut faire que le couple soit harmonieux? Par exemple, si on a parfois des personnes, on voit deux personnes qui vraiment, chacun a son individualité, mais par exemple, si on prend quelqu'un, par exemple, une femme qui n'a pas eu assez d'attention de son père ou même de ses deux parents, finalement, elle retrouve un partenaire qui lui joue un peu le rôle de papa, si on peut dire. C'est-à-dire que chacun a son rôle et par exemple, est-ce que ce couple-là peut fonctionner bien? Ou il faut quand même que chacun trouve son harmonie d'abord pour après vraiment faire un couple de deux adultes où chacun sait ce qu'il veut et peut s'affirmer. Alors je vais te dire une petite phrase. Le bonheur se trouve seul et se partage ensuite. C'est important de comprendre que non, l'autre n'est pas votre moitié. Il n'est pas là pour vous compléter. Il est là pour être avec vous. Et en fait, il ne faut pas attendre de l'autre qu'il comble nos failles. Parce que ça marche pas. Déjà, c'est trop d'attente. Trop d'attente, ça va pas. Si on submerge l'autre d'attente, ça va créer des conflits. Et on ne peut pas mettre ce poids sur les épaules de la personne en face. Il faut qu'on trouve soit son propre bonheur, son propre épanouissement, pour pouvoir aussi être bien dans la relation. Et j'ai une collègue notamment qui est aussi sur Instagram, qui s'appelle Laure, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Elle dit souvent que le couple, c'est la cerise sur le gâteau, mais que le gâteau, il doit être bon sans la cerise. C'est bien dit. Et j'aime beaucoup quand elle dit ça parce que c'est tout à fait ça. Le bonheur, l'épanouissement, il faut le trouver seul, il faut le trouver pour soi. Il ne faut pas le chercher dans le couple parce que le couple, il n'a pas cette fonction-là. Il n'a pas cette fonction réparatrice. C'est pas son rôle. Donc si on lui donne ce rôle-là, à un moment donné, ça va cafouiller. Votre homme, il ne peut pas être à la fois votre mari, votre père, votre frère, votre meilleur ami. Votre enfant. C'est trop sur ses épaules. Au même titre que vous avez envie d'être sa femme et pas sa mère. Vous n'avez pas envie d'avoir ce rôle. C'est pareil. Il faut vraiment remettre chaque rôle à sa place. Et si aussi, comment ne pas aller dans l'autre extrême quand parfois on est très épanoui, par exemple professionnellement, on a plein d'activités, mais finalement, par exemple, on ne trouve pas le temps pour le couple déjà, pour aussi faire des sorties amoureuses. Je pense que ça peut arriver aussi. Ça peut aussi détruire le couple quand on est peut-être, si on peut dire, trop bien au travail et... Alors, je ne pense pas que ce soit lié à l'épanouissement, parce qu'on peut être très bien au travail et pas forcément avoir un travail qui prenne beaucoup d'heures. Mais ce que tu soulèves là, c'est pour les gens qui ont une vie professionnelle très importante, qui prend une très grande place. Effectivement, ça peut poser difficulté, surtout si ce n'est pas le cas de l'autre. Si par exemple, vous avez votre compagnon ou votre compagne qui rentre tous les jours à 17h et que vous ne rentrez pas avant 22 ou 23h, ça peut poser difficulté, mais ça peut aussi fonctionner si ça convient à l'autre personne. Il y a des gens qui aussi ont besoin de moments de solitude et qui aiment avoir leurs moments et qui, en fait, quand ils vont être seuls, vont profiter de ces moments et quand ils vont être en couple, vont profiter aussi du coup pleinement de ces moments. Et ce qui est important, c'est pas la quantité du temps passé ensemble, c'est la qualité. Il vaut mieux passer 1 heure et être vraiment ensemble, faire quelque chose ensemble, sans forcément une sortie en amoureux, mais même en étant à la maison, en discutant, en étant vraiment connectés l'un à l'autre, en se racontant ce qui s'est passé dans notre semaine, sans les portables, sans la télé. Ça, ce sera bien plus qualitatif pour le couple que de rester toute une après-midi à regarder une série sur Netflix. Donc c'est vraiment la qualité plus que la quantité qui est importante. Il faut que ça convienne aux deux.
c'est un peu toujours pareil, on est deux individualités. Si la situation convient à l'un mais pas à l'autre, oui, ça posera difficulté au bout d'un moment. Nous sommes avec Laura Nicole, qui est psychologue, psychothérapeute et spécialisée en thérapie de couple et thérapie familiale. Tout à l'heure, on a parlé comment vraiment se faire comprendre et être compris dans un couple. Si vous souhaitez, vous pouvez revoir notre émission sur YouTube, sur notre chaîne IRM Radio. Tapez IRM Radio Bonjour Chérie. Et là, j'aimerais aborder aussi le sujet, comment vraiment dans le quotidien, est-ce qu'il y a des outils pratiques, comment on peut vraiment construire le dialogue, par exemple, si on est en colère, on a envie de disputer, comment faire ces choses-là, mais intelligemment, si on peut dire ça. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tous les couples se disputent. Ça, c'est normal dans un couple de se disputer, c'est même assez sain. S'il n'y avait aucune dispute, on s'ennuierait un peu. Donc, tous les couples se disputent. La question, c'est toujours la notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'un peu de dispute, c'est sain. Trop de dispute, ça l'est pas. Donc voilà, si vous vous disputez tout le temps, ça met quand même en lumière quelque chose de sous-jacent qui va pas et qu'il faut creuser. Au niveau des outils, alors souvent, on se rend compte qu'on se dispute pour des futilités. Et souvent pour les choses du quotidien. C'est normal parce qu'on vit le quotidien et aussi parce que le couple, quand on a cette confiance dans la relation à l'autre dont on parlait tout à l'heure, on va se décharger plus facilement sur l'autre. Parce qu'on a confiance dans le lien. On sait qu'il est solide et qu'il restera là et qu'il peut supporter cette décharge émotionnelle. Donc par exemple, quand on a passé une mauvaise journée au travail et qu'on rentre, souvent, c'est le partenaire qui trinque. Et ça, c'est sain dans un sens parce que c'est lié à cette notion de confiance dans le lien. Pour les outils, donc on les a évoqués déjà rapidement, mais on va les approfondir un petit peu. Il y a notamment choisir son moment. Souvent, à chaud, une histoire va se monter, le ton va monter pour une histoire de torchon. Donc ça, non, c'est pas les bonnes disputes, c'est pas productif. Souvent, il n'y a aucun intérêt en plus derrière, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de besoin. Par contre, quand il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, il faut déjà prendre ce recul dont on parlait tout à l'heure, identifier ce qui ne va pas, identifier les besoins qu'on a derrière pour pouvoir les communiquer à l'autre. Donc, parler à chaud, c'est jamais bon en général. Il faut prendre ce temps pour prendre du recul et pour réfléchir soi-même. Ensuite, une fois qu'on a identifié ses besoins et ce qui ne va pas, il faut les partager à l'autre et les communiquer. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, tous les moments ne sont pas opportuns pour faire part de ce que vous avez identifié et de vos besoins. Si par exemple votre compagnon ou votre compagne est en télétravail, c'est très actuel, sur l'ordinateur, en train de travailler, ou qu'il est pris dans quelque chose, ou qu'il regarde son match de foot à la télé, ou qu'elle regarde, son émission, sa série, ou peu importe, c'est pas le moment d'arriver, de sauter sur la personne et de dire « Ah, il faut qu'on parle ». La personne, elle n'est pas ouverte. Des fois, il faut aussi demander à la personne « Voilà, j'aimerais qu'on parle d'un sujet sérieux, que j'aimerais avoir ton attention. Dis-moi, là, si tu es en colère, combien de temps tu as besoin ?» Et comme ça, l'autre va vous dire combien de temps il a besoin et c'est une forme d'engagement. C'est-à-dire qu'il va s'engager à communiquer après ce temps. Et quand on lui a fait faire ce pas, ce petit engagement, déjà, ça assure quand même qu'il va y avoir une discussion après, normalement. Mais c'est aussi reconnaître si c'est le bon moment ou non. La personne, elle ne va pas forcément toujours vous le dire. Mais comme je disais, si vous voyez que la personne est trop en colère, qu'elle n'est pas réceptive, qu'elle est plongée dans autre chose, ce n'est pas le bon moment. Donc il faut choisir son moment. Et ensuite, dans la façon de communiquer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, éviter le tu qui tue. Éviter les jugements, les reproches, les accusations. Parce que ça, c'est un cercle vicieux. Si vous faites ça, la personne, elle se braque. Comme elle va se braquer, elle va pas être ouverte à ce que vous dites. Donc, elle va pas être réceptive, elle va pas le comprendre. Comme elle va pas le comprendre, vous allez vous énerver encore plus. Comme vous vous énervez encore plus, il va encore moins comprendre. Et ainsi de suite. Et en fait, ça n'aura rien résolu. Ça n'aura fait que monter la tension. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas être dans le reproche et dans l'accusation, mais d'être dans le jeu. Ça, c'est vraiment une règle que vous pouvez essayer d'appliquer tout le temps et vous verrez la différence, elle est vraiment radicale. Ne dites pas « tu n'es jamais là pour moi », mais dites « j'ai besoin de plus d'attention en ce moment ». C'est vraiment une question de formulation. Ne dites pas « tu fais jamais rien à la maison », mais dites « j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, je me sens un peu submergée par toutes les tâches qu'il y a dans la maison, j'ai besoin que tu m'aides ». Et vous verrez, ce sera pris totalement différemment par la personne en face de vous.
c'est aussi de savoir avoir la patience. Parce que quand tu dis, on a tout le temps envie de s'exploser, et de tout jeter sur notre partenaire. Et aussi, je pense que ça peut... La raison pourquoi parfois on s'explose, parce qu'on a accumulé plusieurs petites choses, on a attendu, et finalement on jette tout sur notre partenaire. C'est aussi ça de ne pas prendre l'habitude de le dire tout de suite, si on peut dire ça. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ne pas accumuler, ne pas garder pour soi. Et donc là, le petit cahier peut être utile. Si on a du mal à dire les petites choses, voilà, utiliser ce petit cahier pour exprimer ses besoins et ses ressentis. Peut être utile du coup pour ça, pour éviter d'accumuler les choses. Alors la personne, elle a peut-être pas envie de lire... Alors ce sera pas un reproche, hein, parce que même dans le cahier, il faut tourner ça sous le jeu, n'oublions pas. Mais la personne, elle aura peut-être pas envie de lire quelque chose qui va pas tous les jours. Mais c'est aussi au choix de la personne de lire une fois tous les 3 jours. Mais vous l'aurez écrit au moment où vous l'avez ressenti. Même, par exemple, écrire de toute façon, de manière générale, c'est très thérapeutique. Pour vous-même, en dehors de ce cahier-là, vous pouvez avoir un petit cahier à vous où vous exprimez vos émotions, que ce soit lié au couple d'ailleurs ou pas, que ce soit lié au travail, à votre vie de tous les jours. Écrire, c'est vraiment thérapeutique. Parce que pour que les émotions ne s'accumulent pas et qu'elles n'en viennent pas justement à nous faire exploser, il faut les poser quelque part. On peut peut-être pas les poser auprès de quelqu'un, mais le fait de les écrire, c'est déjà les poser, c'est déjà les décharger. Donc écrire, c'est vraiment très thérapeutique. Je le conseille à tout le monde. Donc écrire tous les pensées, les sentiments, C'est ça. Ça aide aussi de prendre la conscience. Parfois, même juste écrire, c'est déjà suffit. Et après, tu vois qu'il n'y a pas de problème, en fait. C'est ça. Ça permet de décharger les émotions. Et des fois, en écrivant, on se rend compte que finalement, les émotions qu'on avait par rapport à la situation étaient peut-être un peu démesurées. Donc ça permet, voilà ce que je disais tout à l'heure, cette prise de recul avant d'aller s'adresser à l'autre, avant de rentrer dans la communication. Il faut avoir pris ce recul pour avoir bien identifié qu'est-ce qui se passe, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui ne va pas. Alors c'est sûr que c'est pas évident parce que des fois, bien entendu, dans le quotidien, on rentre du travail, on est fatigué. On parlait tout à l'heure du torchon. Le torchon est mal rangé et ça monte tout de suite et on n'a même pas la conscience du fait que c'est en train de monter. Et donc encore moins de se dire, bon, attends, je vais me poser, je vais réfléchir. Est-ce que le torchon, c'est utile ? Voilà, des fois, on est pris dans les moments et c'est normal aussi, ça fait partie du couple. Mais en ce qui concerne vraiment les plus grosses difficultés, ce qui est lié vraiment à des besoins profonds, à des choses assez récurrentes, c'est bien d'avoir ce recul pour bien réfléchir, bien identifier la problématique, pour pouvoir la communiquer de la meilleure façon qui soit, que la personne la reçoive du coup de la meilleure façon qui soit, et que ça puisse créer quelque chose de bénéfique derrière. Et donc aussi, on peut créer des petites règles, si on peut dire, au sein du couple, que par exemple, voilà, là, on a 1 heure pour discuter ou disputer, je ne sais pas, ou faire, comme tu disais, un petit cahier où chaque couple peut choisir ce qui est confortable pour eux. C'est ça. Ouais. La règle, en fait, de l'heure à dispute, ça permet de désamorcer justement toutes les petites situations du quotidien qui finalement n'ont pas grand sens. Donc, par exemple, quand j'ai des couples qui se disputent beaucoup, et que c'est ça la problématique principale, mais qu'ils ne se disputent que pour des choses assez futiles finalement, qu'il n'y ait pas vraiment de problématique de fond, que c'est plutôt dans le quotidien, je leur impose par exemple 1 heure à dispute. Donc voilà, on attend 19h pour se disputer. Vous avez de 19h à 19h15. Pas avant, pas après. Au final, ça les embête tellement de devoir attendre 19h pour se disputer que souvent, arrivé à l'heure dite, il y en a un qui dit « Ah, il est 19h, on peut se disputer ». Finalement, ça désamorce la situation et ils finissent par en rire. Et en plus, d'une manière individuelle, si vous avez 3 heures pour ruminer le fait qu'il ou elle n'a pas rangé le torchon, vous allez peut-être finir par vous dire « Ça vaut pas le coup, quoi ». Donc ça aide vraiment. C'est pour les personnes qui se disputent vraiment beaucoup, où c'est une problématique dans le quotidien. Vous pouvez faire cette petite règle de l'heure à dispute. Donc souvent, on ne dispute que vraiment des choses inutiles, c'est ça. Des choses du quotidien, parce qu'on vit dans le quotidien, donc c'est cohérent aussi. Mais ce n'est qu'au final que le reflet d'un état émotionnel plus global. Voilà, on a passé une mauvaise journée au travail, on est fatigué, on est moins patient, on est un peu en colère, peut-être pas contre son compagnon, sa compagne directement, pour autre chose qui nous a agacé dans la journée. Mais comme on disait tout à l'heure, on décharge souvent sur les personnes qu'on aime le plus, parce qu'on a confiance dans ce lien, on se sent en sécurité de le faire avec eux. C'est pas cool, mais c'est quand même bon signe. Et comment aborder les questions plus sérieuses dans un couple, par exemple,
Si une femme, par exemple, a envie d'avoir un enfant et l'homme n'en parle pas et peut-être elle a un peu peur de lui en parler, comment arriver à aborder les sujets un peu difficiles ou gênants dans un couple? Alors, je pense que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, choisir le bon moment. Quand on parle par exemple d'enfants, c'est quand même une discussion qui va être très sérieuse. Donc on ne fait pas ça entre deux portes, on ne fait pas ça alors qu'on sait qu'on n'a que 10 minutes devant soi, qu'il faut partir au travail. On ne fait pas ça quand l'autre est totalement absorbé par autre chose. Sinon, on va se dire après, ah, mais il ne nous a pas écoutés. Voilà. Donc choisir son bon moment et l'exprimer toujours comme un besoin. Si c'est un besoin. Mhm. Si c'est une idée qui commence à trotter dans la tête, par exemple comme le fait d'avoir un enfant, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire compliqué quand on peut faire simple. Faire simple, ce serait lui dire, donc choisir le bon moment. Une fois que le bon moment est là, lui dire, voilà chérie, j'ai réfléchi en ce moment, je ressens de plus en plus le désir d'enfant. Je ne sais pas ce que t'en penses toi parce que t'en parles pas, mais moi je voulais te faire part un peu de là où j'en suis en ce moment et j'aimerais savoir un petit peu là où toi tu en es. Après la personne, il faut qu'elle se sente aussi en sécurité de dire bah moi aussi j'en suis là ou non je n'en suis pas là et en fait c'est pas grave. Mhm. C'est-à-dire que dans les trajectoires d'un couple, on peut pas être toujours en phase sur la même longueur d'onde. Et après il faut s'ajuster. Il y a des compromis. Si par exemple il y en a un qui dit moi je veux un enfant à 20 ans et l'autre moi je veux un enfant à 30 ans. Bon bah il y aura peut-être le compromis de 25, même s'il faut pas se forcer. C'est important voilà pour avoir des enfants par exemple, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose où il ne faut pas se forcer et où il ne faut pas forcer l'autre. Donc après si c'est un besoin vital et que l'autre ne veut pas parce qu'il n'est pas prêt, déjà il faut pas le forcer parce que ce sera jamais bon pour l'enfant et pour le développement du lien avec l'enfant, s'il n'est pas désiré, ça part pas très bien. Mm. Mais si vous, c'est vraiment un besoin vital et que vous ne pouvez pas attendre, c'est peut-être que vous n'êtes plus sur la même trajectoire et que ce ne sera pas forcément avec cette personne-là que vous le ferez. Mm. Donc, faire simple, si on a vraiment besoin d'exprimer ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, et ne pas avoir peur, même si bien sûr on a peur, mais si c'est vital, il faut toujours... Avoir confiance, ouais. c'est-à-dire que pas être d'accord dans un couple ou ne pas avoir envie des choses au même moment, c'est pas grave, c'est normal, Mm. parce qu'on est deux individualités, je le rappelle. Donc, il faut pas s'inquiéter de ça. J'ai envie de dire que si vous vous inquiétez beaucoup de ça, ça met en lumière une difficulté, ça met en lumière le fait que vous n'avez pas confiance dans le lien. Et donc, si la confiance du lien ne s'est pas créée à ce stade de la diffusion dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même se poser question. Est-ce qu'avec notre partenaire, parce que quand tu parles, on a le lien de confiance, parfois on a envie de s'exprimer les choses, on peut dire tout, ou il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas parler à son partenaire. Par exemple, quand on a des difficultés au travail ou autre chose qui nous embête, est-ce que c'est à la responsabilité de chacun, ou on peut toujours partager tous nos problèmes, tous nos soucis, ou il y a des choses où il vaut mieux garder pour soi et résoudre soi-même? Alors, je pense qu'il n'y a pas de il faut ou il faut pas. Je pense que c'est vraiment propre à chacun et Mm. propre à chaque couple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir le besoin de partager ce qu'ils ont sur le cœur. Et ça, c'est souvent dans les piliers d'un couple quand même, le partage, pouvoir s'appuyer aussi un peu sur l'autre. On a tous des moments où on va être mieux et des moments où on va être moins bien. Donc c'est important de pouvoir quand même s'appuyer sur la personne avec laquelle on vit. Mais il y a aussi des personnes qui vont préférer garder pour soi parce que c'est leur façon de fonctionner, parce que peut-être ça leur fait plus de mal de devoir le répéter à tout le monde. Ah oui, c'est passé ça aujourd'hui au travail. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. L'essentiel, c'est que l'autre ne vous impose pas une façon de fonctionner qui ne vous convient pas. Donc c'est-à-dire que l'autre ne vous dise pas ah mais tu m'as pas tout dit de ta journée, ah mais tu me dis jamais rien. Voilà, si vous c'est votre façon de fonctionner que vous aimez pas exposer tout ce qui va pas, tout ce qui vous a trotté dans la tête, bah, c'est votre façon de fonctionner et la personne en face doit le respecter. Donc en fait tout est une question de suivez qui vous êtes. C'est un peu ça la morale, c'est vous êtes comme vous êtes. Et ne vous posez pas sans cesse des questions. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? Faites-le. Si votre relation de couple, elle doit marcher avec ce que vous êtes. Mhm. Et pas avec ce que vous vous forcez à être pour peut-être que ça marche. C'est vraiment, vous êtes qui vous êtes. La personne, elle doit vous accepter comme ça ou pas.
Donc Et vous, chacun a pareil. ses particularités, il faut toujours les respecter et d'en prendre conscience. C'est ça. Moi, je dis toujours à mes patients et à mes amis aussi, l'autre a le droit d'être comme il est. C'est son droit. Au même titre que vous, c'est votre droit d'être comme vous êtes. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer. C'est soit vous aimez la personne pour ce qu'elle est, même si bien sûr elle va avoir des défauts qui vous agacent, c'est logique, Oui, mais on peut pas elle a être le droit parfait. d'être comme elle est. En fait, de quel droit on demanderait à quelqu'un de changer? Pourquoi c'est pas nous à ce compte-là qui devons changer? Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans la société. On voit tout le temps des gens qui demandent aux autres de changer. Mais ça, c'est pas sain, c'est pas viable. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant antenne. On vit dans une société où moi j'ai l'impression qu'on ne prend plus le temps de rien. Et notamment, on ne prend plus le temps de faire la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, c'est vraiment une connexion entre deux individus. C'est une rencontre comme ça, quelque chose qui se passe, qui met un peu de temps à s'installer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu, hop, je prends le premier venu qui est célibataire parce que je veux pas rester seule et je Mm. vais essayer de le modeler à ce que moi j'aimerais, à l'homme idéal selon moi ou à la femme idéale selon moi. Mais normalement, c'est pas ça. Normalement, ce qui fait couple, c'est déjà une connexion qui se crée avec une personne et si cette connexion elle se crée, c'est pas pour rien. C'est tout dans l'inconscient, dans les transmissions de messages non verbaux. C'est parce qu'on voit chez l'autre inconsciemment le reflet de nos propres failles ou justement l'inverse. Donc la personne va pouvoir combler certaines failles. Mais tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Mhm. Donc, quand il y a une rencontre avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui se crée en conscience et en inconscience. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si on passait à côté de ça finalement. Parce que voilà, on prend le premier venu, on essaye de le modeler à ce qu'on veut. Mais ça marche pas comme ça. Et surtout, on n'a aucun droit de demander à quelqu'un de changer. Donc soyez exigeant, mais vers vous-même, si vous voulez. C'est ça. Ne jamais essayer l'autre et prendre son temps de vraiment chercher son partenaire, avoir le choix et ne pas prendre, comme tu dis, le premier et essayer de le modeler selon vos souhaits. C'est ça. Et comment, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, on s'est mis en couple, parce qu'on a disait tout à l'heure, l'amour, ça dure 3 ans, on a parfois cette idée, je pense que c'est la passion, peut-être, mais comment faire peut-être il y a des petites choses au quotidien que peut faire tous les jours, mais dans la communication justement, pour vraiment faire durer le couple et pour que préserver notre amour. Est-ce qu'il y a des petites choses à respecter tous les jours? Alors, tous les jours, non, mais déjà communiquer, tout simplement. Garder cette communication du début à la fin. Ça, c'est important parce qu'il va y avoir les phases de transition, dont on a parlé tout à l'heure dans un couple, les phases de réajustement, de réadaptation, qui vont demander de la communication. Si dans ces phases-là, vous ne communiquez pas, chacun va garder son vécu, ses ressentis et ses ressentiments aussi. Et ça va créer de plus en plus de tensions et ça va faire qu'au bout d'un moment, le couple va arriver à un point de non-retour où il ne va plus se comprendre et où la communication ne sera plus possible. Donc, gardez la communication. Communiquer. Quand il se passe quelque chose, quand il y a un changement dans vos vies, parlez-en. Par exemple, avant la naissance d'un premier enfant, parlez-en. Parlez de vos éducations. Parlez du rapport que vous avez eu à vos parents. Parlez de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants. Parce que parfois, vous avez pu être en phase pendant 5 ans, tout s'est bien passé, et puis arrivé le moment venu, on se rend compte que finalement, on ne veut pas donner la même éducation à ses enfants. Et ça crée des conflits. Donc, toujours parler. Il y en a qui disent oui, il faut pas trop parler des choses avant qu'elles arrivent, on verra bien. Moi, je dis parlez-en avant. C'est bien d'en parler parce que quand les choses arrivent, ben, on est déjà raccord. On sait déjà ce que pense l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord. On peut, par exemple, avoir envie de transmettre des choses différentes à ses enfants. Mais le fait d'en avoir discuté avant, on va avoir décidé ensemble d'un compromis. Bon, d'accord, moi je veux ça, toi tu veux ça. Bon, ben, on peut peut-être faire ça, comme ça fait un peu des deux. Et au final, ça évite beaucoup de tensions qui arrivent sur le moment. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de l'enfant, qui vont arriver sur le moment avec la fatigue des petites nuits, avec le stress d'avoir la responsabilité d'un enfant qui va faire qu'empirer les choses. Donc c'est vraiment communiquer tout au long du couple, fonctionner ensemble, fonctionner à deux. Pas prendre des décisions tout le temps individuelles. Pour son individualité, pour son travail, oui. Mais c'est important quand même quand on est en couple de vivre comme une équipe. Moi, c'est ce que je dis toujours, vous êtes une équipe. Vous devez être soudés comme une équipe de sport.
Ça veut dire que quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre, il prend le relais. Que c'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit avec les enfants, la gestion du quotidien. Tout ça, c'est un travail à deux, un travail d'équipe. Donc ça, c'est important. Et après, c'est les clés de la communication dont on a parlé. Être bienveillant. Aussi, moi, je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser dans un couple, c'est celle du respect. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus de respect, ça devient compliqué. Toujours respecter la personne que vous avez en face de vous. Vous pouvez vous disputer, mais quand ça commence à en venir aux insultes, à ce genre de choses, pour moi, il y a quelque chose qui se casse. Donc, toujours dans le respect de l'autre. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais dites-le avec respect. Ça, c'est important. Et après, c'est essayer d'avoir un fonctionnement souple, de ne pas être trop rigide. Oui, il y a des habitudes qui viennent dans un couple, mais ces habitudes, elles ne doivent pas se rigidifier pour que justement votre couple puisse s'adapter au changement, à ces petites crises qui vont survenir tout au long du couple. Alors ça peut être les crises liées au stade de développement dont on a parlé tout à l'heure, la naissance d'un enfant, le départ des enfants, etc. Mais ça peut être des crises qui viennent aussi du quotidien, perdre son travail, un deuil. Et ces éléments-là viennent faire crise un peu dans le couple. Et donc, si vous n'avez pas un fonctionnement trop rigide, vous allez pouvoir vous y adapter ensemble. Si vous avez un fonctionnement de couple trop rigide, vous allez avoir du mal à vous ajuster à ces événements de vie qui viendront un peu chambouler votre quotidien. Donc, si je devais résumer en quelques mots, ce serait respect, bienveillance et souplesse. Merci Laura, je pense que sur ces mots, c'est vraiment le plus important. En fait, il n'y a pas vraiment comment dire, une baguette magique pour communiquer. Il faut parler, même en dépasser ses peurs. Parfois, le faire peut-être de manière même, ça peut être ridicule, mais vraiment parler, verbaliser les choses. Et puis, si jamais ça devient trop difficile à un moment donné, les thérapeutes de couple, les psychologues sont là aussi pour ça, pour vous aider. Des fois, on n'y arrive pas. Et ça peut être normal aussi. On a chacun notre histoire. Parfois, le fait d'avoir quelqu'un qui va faire une médiation, ça peut vraiment être utile. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas attendre d'en être arrivé à un stade trop grave pour aller consulter. Si vous voyez que ça devient trop compliqué, que vous n'arrivez pas à communiquer, même avec ces petites astuces, des fois, ça peut être bien d'aller voir quelqu'un. Alors, je sais que parfois, souvent, c'est le monsieur d'ailleurs, ne veut pas. Ah oui. Vous ne pouvez pas forcer. Donc, ne cherchez pas à forcer, mais par contre, proposez. Proposez et voyez ce que ça donne. Et ça peut vraiment être un facilitateur. La personne va être là pour mettre en lumière ce qui ne va pas chez l'autre, mais ce qui ne va pas chez vous aussi. Et le couple, c'est vraiment un système. C'est-à-dire qu'il y a des causes à effet. Votre comportement a une influence sur le comportement de l'autre et vice-versa. Moi, j'utilise souvent l'exemple, par exemple, du monsieur qui rentre très tard chez lui. Et donc sa femme, elle est en colère, elle n'est pas bien, elle lui fait des reproches. Elle lui fait tout le temps des reproches, notamment parce qu'il rentre tard. Mais le monsieur, comme sa femme, elle lui fait des reproches, il rentre encore plus tard. Ah. Et comme elle rentre encore plus tard, il rentre encore plus tard, elle lui fait encore des reproches, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment le principe de la circularité des événements. Et le couple, c'est ça, c'est un système circulaire. Donc c'est important de prendre conscience que, oui, l'autre peut-être il réagit comme ça, on dit l'autre il fait ci, l'autre il fait ça, mais c'est peut-être simplement le reflet de quelque chose aussi qu'on fait nous. Et ça, c'est difficile d'en avoir conscience soi-même. Donc c'est là où se trouve l'utilité peut-être d'aller voir quelqu'un à un moment donné. Comment justement est-ce qu'on peut te contacter? Tu as également ton site internet où tu proposes des consultations. Dis-nous un peu plus. Alors vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet, donc www.psychologue-du6lauranicole.com. Donc là, vous avez un formulaire de contact où vous pouvez me contacter. Vous avez également mon Instagram, donc c'est psychologue-du-bas cette fois-ci, Laura Nicole tout attaché également. Et donc moi, je propose notamment de la visioconsultation, surtout en ce moment, notamment dû aux règles gouvernementales. Donc de la consultation en fait en visio, par Zoom, par Skype. Donc ça permet aussi une plus grande flexibilité des jours et des horaires de consultation. Donc, amenez vos chéris si vous sentez que vous avez besoin pour chez Laura qui pourra vous vraiment donner un conseil de résoudre vos problèmes s'il y a des choses plus profondes pour vous aider à établir la bonne communication en couple et être heureux. C'est ça, en couple et en individuel aussi, Oui. parce que parfois il y a des problématiques individuelles qui viennent se répercuter sur le couple et qu'il est important de traiter individuellement. Oui. Pour que ça puisse s'améliorer dans le couple. Avant de se mettre en couple, oui, il faut d'abord prendre soin de soi. Merci beaucoup Laura. C'était Laura Nicole avec nous, psychologue clinicien, psychothérapeute. Et vous pouvez la consulter sur ton site lauranicole.com.
psychologue-du6lauranicole.com. Je te remercie beaucoup. J'espère que nos conseils pratiques aujourd'hui vous ont aidé et que ça pourra vous aider à améliorer votre communication en couple. La conclusion qu'on fait que pour apprendre la communication, il faut tout simplement parler, apprendre des choses, apprendre les clés de communication. Parfois, c'est des outils très simples, comme par exemple le cahier pour exprimer ses besoins. Et Bonjour Chérie est toujours de vos côtés pour vous aider, vous inspirer et aimez-vous. Et regardez nos émissions sur YouTube, tapez Bonjour Chérie et RM Radio. C'était Olga avec Tekos avec vous et aujourd'hui avec Laura Nicole. On vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine.